Un invité. Un mot, une conversation. Un invité, un mot, Une conversation. les lundis du 1. Bienvenue dans les lundis du 1, le podcast qui prend le temps de la conversation. Dans chaque épisode, Éric Fotorino reçoit un grand invité qui, à travers un mot, éclaire notre époque. Pour cette rencontre, Brice Teinturier, spécialiste des sondages et des évolutions de l'opinion, a choisi le mot « clarté ». Bonsoir à vous toutes, à vous tous. Nous sommes très heureux, je suis très heureux d'accueillir Brice Teinturier ce soir pour cette nouvelle édition et pour parler de ce qui est son métier, j'allais dire presque même sa passion, et qui est de sonder l'opinion, de comprendre ce que nous pensons, nous les Français. Brice, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, je me disais, en préparant notre rencontre, je me posais cette question. Depuis combien de temps tu t'introduis dans nos salons les soirs de scrutin et de soirée électorale ? Alors d'abord, je tiens à m'en excuser si c'est comme ça une effraction durable et lointaine. Non, j'ai fait ma première soirée électorale en 1995 sur BFM, mais qui était à l'époque une toute petite radio. Et puis j'ai poursuivi quand j'étais à la Sofres, en 97 notamment, sur RTL, puisqu'à l'époque la Sofres faisait TF1 et RTL. Et la radio, c'est le média que je préfère. C'est un média bien plus exigeant. Une soirée électorale sur une radio, il faut vraiment avoir travaillé, parce que sur une télévision, vous parlez peu et c'est la loi du genre. À la radio, oui. Et mes premières grandes soirées électorales, c'était 97. Et puis j'ai eu aussi, toujours à la radio, j'ai connu le 21 avril. Et c'était, je peux vous le dire quand même, un sacré moment. Je rappelle, tout le monde le sait, mais 21 avril 2002, c'était cette surprise. Et on en a parlé ces jours-ci avec la mort de Lionel Jospin, que le candidat du Parti socialiste de la gauche avait été éliminé. Et c'est Jean-Marie Le Pen qui était qualifié pour le second tour, ce qui avait d'une certaine manière rassemblé la France derrière Jacques Chirac. 80%, presque 80% pour Jacques Chirac au second tour. Donc là, Jean-Marie Le Pen avait été clairement écrasé. Il y avait eu une mobilisation très forte. Vous mesurez le chemin parcouru par rapport à aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, Brice, tu es le directeur, je ne peux pas faire d'erreur, général délégué d'Ipsos et BVA en France depuis 2010. À ce titre, évidemment, beaucoup d'enquêtes. Vous en avez fait une encore à la veille du premier tour des municipales. Est-ce que, à l'issue du second tour, on peut dire que c'était une préface un peu illisible de ce qui pourrait se passer l'année prochaine ? Est-ce qu'on est en capacité, sachant que ce sont des enjeux, et vous le dites très bien dans votre étude, d'abord locaux, où les gens s'intéressent à ce qui se passe pour eux, est-ce qu'il y a 2 ou 3 choses qui t'ont surprise ? Tu te dis, tiens, il faudra s'en souvenir lorsque, dans un an, il y aura une élection présidentielle, ou c'est trop difficile à interpréter ? Je pense qu'il ne faut surtout pas extrapoler le résultat de ces municipales sur la présidentielle. Le mode de scrutin n'est pas le même, les enjeux ne sont pas les mêmes, les forces politiques mobilisées ne sont pas non plus les mêmes. La France insoumise, comme le Rassemblement national, ne présentait pas de liste partout. On nous dit, mais ça va beaucoup jouer sur les alliances. Mais quelles alliances à la présidentielle ? Il n'y a pas d'alliance, c'est un mode de scrutin où il y a 2 personnes qualifiées, pas 3 listes ou 4 listes. Donc c'est très différent. Malgré tout, moi j'ai abordé ces municipales avec beaucoup d'intérêt parce que je me disais que c'était le moment, le lieu où on allait pouvoir vérifier beaucoup de choses. Et beaucoup de choses importantes pour la suite. C'est comme ça que je le dirais. Par exemple, est-ce que la stratégie de la France insoumise, de mobilisation de la jeunesse et des quartiers populaires à forte concentration, souvent de populations d'origine maghrébine, est-ce que ça allait marcher ? Réponse, un peu, mais pas tant que ça. Au premier tour, j'ai eu l'impression que, ah oui, il y avait quelque chose, il y avait une percée. Et puis on a vu ses limites au second tour. Est-ce que le RN allait confirmer sa dynamique, et notamment percer dans les grandes villes ? Là aussi, la dynamique, oui, elle est confirmée parce qu'il s'étend, parce que dans les grandes villes, il fait beaucoup plus qu'auparavant. Même Marseille, où le RN échoue, c'était 22,5% des suffrages lors des 2 dernières municipales. Là, on mesure le chemin parcouru. Mais ça ne passe pas, ni à Toulon, ni dans les autres grandes villes, ni à Nîmes.
Mais Marseille n'a Donc, pas basculé. Marseille n'a pas basculé. Donc c'est à Marseille où il y avait eu à chaque fois 22,5 pour le RN. Et donc là, on est dès le premier tour à un niveau bien plus élevé. Donc on voit des semi-confirmations. C'est pour ça que le paysage ne semble pas très clair. On a une confirmation que la droite est effectivement la formation politique qui, dans les villes, petites villes et villes moyennes, elle a du mal dans les grandes villes, mais la ville qui domine. C'était déjà le cas, c'est toujours le cas. Oui. Que le PS est dans les grandes agglomérations, mais a quand même beaucoup plus de mal dans les petites et moyennes villes. Donc on vérifie un certain nombre, ou on infirme un certain nombre de sujets qui sont des sujets majeurs pour la présidentielle, mais ça ne veut pas dire qu'on peut projeter le résultat de ces municipales sur la suite. Alors, ces élections municipales, il y a un point que je sais que tu surveilles depuis très longtemps, c'est l'abstention. Et là encore, si on met la parenthèse de 2020, puisque c'était le Covid, donc les élections n'ont pas été dans des conditions habituelles, on a un record d'abstention municipale. Oui. Est-ce que ça te permet de vérifier, là encore, des observations antérieures sur l'état, justement, d'intérêt ou de mobilisation, ou au contraire de désintérêt, voire quelquefois de dégoût? Je t'ai entendu un jour dire il y a aussi du dégoût d'un certain nombre de Français vis-à-vis de la politique pour la chose électorale. Oui, parce que avant cet ouvrage, qui est un ouvrage collectif, j'en avais commis un autre en 2016-2017 qui s'appelait Rien à faire. Voilà, et rien à plus rien à faire, et dans une version, plus rugueuse, plus rien à foutre. C'était une citation issue de groupes qualitatifs, et mon sous-titre à l'époque, c'était La vraie crise de la démocratie. Et en fait, c'était un travail sur le rapport à la politique des Français, et aussi le rapport à l'abstention. Et moi, je pense depuis très longtemps que dans ce pays, on aime bien se raconter des histoires. On aime bien se raconter notamment une histoire que les Français sont un peuple très politique, c'est vrai, qu'ils adorent la politique, c'est moins vrai, c'est même de moins en moins vrai. Et puis, moi, je considérais déjà que l'échelon dit de proximité était attaqué par l'abstention, parce qu'on commençait à le voir. Il y a les années 70-80, puis ensuite, ça s'érode. Du coup, en 2020, on a beaucoup mis cette très faible participation des premiers tours, 47,5, sur le compte du Covid. Mais moi, j'étais persuadé que non. C'était la prolongation aggravée de ce qu'on mesurait maintenant depuis très longtemps. Eh bien, pardon, mais on en a une confirmation. Parce que là, effectivement, à part le premier tour, 47,5, donc en 2020 de participation, le niveau où on est là, 55%, c'est un record. En 2014, et la bonne référence c'est 2014, la participation, elle était encore de 63,5. Oui. Donc en baisse, mais encore. Donc en réalité, il y a une prise de distance extrêmement forte, extrêmement importante des Français vis-à-vis de la politique. On est aujourd'hui, quand vous proposez aux Français des émotions, en regardant soigneusement, en équilibrant soigneusement entre émotions positives et négatives, par exemple espérance ou joie ou des choses comme ça, et puis à l'inverse, dégoût ou déception, on est à 81%, excusez du peu, d'émotions négatives. Donc le dégoût, la déception, le rejet, la colère aussi, et la combinaison polarisation-colère est très très forte. J'ai un autre indicateur que j'aime bien, qu'on a mis en place au moment des Gilets jaunes, où on demande aux Français s'ils ont le sentiment d'appartenir à une France apaisée et heureuse, à une France mécontente, mais pas en colère, ou à une France mécontente et contestataire. Eh bien, je salue toujours les 4% de Français qui nous disent, 3, 4, 5%, suivant les moments, qui nous disent qu'ils appartiennent à une France apaisée et heureuse. Donc, tout le reste se distribue entre le mécontentement et, plus que ça, la colère. Donc, le chaudron, quand même, bouillonne. Le rapport à la politique, il est extrêmement abîmé. L'image des représentants s'est effondrée, littéralement effondrée. Vous avez plus de 70% et même 75% aujourd'hui de Français qui vous disent la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus. Pas quelques-uns, la plupart. Moi, j'ai quelques heures de vol. Je me souviens des enquêtes que j'avais quand j'étais à la Sofres, notamment, où il y avait une majorité de Français qui pensaient que les hommes politiques, on disait les hommes à l'époque dans l'énoncé des questions, les femmes n'avaient pas de place même dans l'énoncé des questions. Ça en dit long sur l'époque quand même. Mais on avait une majorité de Français qui considéraient que le personnel politique était honnête, tout simplement. Donc non, il y a une crise très grave de la politique, ça a été souvent dit. Je pense que parfois, on a exagéré le tableau noir de la France, mais c'est un peu l'objet là, on va en parler. De ce livre. Mais cette crise est très grave, cette distance est très grave. Oui. Alors, pour clore notre petit chapitre municipal,
À l'arrivée, ce que tu notes, c'est que le RN est quand même très fortement et solide, même s'il n'a pas complètement confirmé au deuxième tour, il n'y a pas eu ces percées de grandes villes, etc. Mais il y a quand même un socle très solide. Et malgré tout, dans la présidentielle, ça va se situer par rapport à lui. Comment la gauche ou comment la droite vont arriver à dégager une personnalité pour probablement faire la bataille avec le ou la candidat du RN. Moi, j'ai été formé en politique par Jean-Luc Parodi. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. C'est un grand professeur de sciences politiques et qui était consultant à l'IFOP. J'étais à l'IFOP à l'époque. Et il aimait bien la technique des scénarios. Il me disait, par exemple, imaginez, Brice, il monte dans un avion, là, le gouvernement, l'avion s'effondre. Qu'est-ce qui se passerait dans le pays ? Imaginez si nous vivions à une époque où il n'y avait pas de sondage d'opinion. Qui pourrait dire que le favori de l'élection présidentielle était le Rassemblement national ? On aurait eu des témoignages, on aurait eu le résultat des élections municipales, on se serait dit, oui, ils commencent à percer, là, ils ont des petites villes. On ne se serait pas dit, mais c'est Bardella qui va être qualifié pour le second tour, ou Marine Le Pen. Donc on est plus informé et ça crée des effets parce qu'au-delà du niveau, et oui, je confirme tout ce que vous voyez et tout ce qu'on a, un bloc plutôt à 40%, même si vous ajoutez des Marion Maréchal, des Zemmour, des Nicolas Dupont-Aignan, en plus d'un Jordan Bardella ou d'une Marine Le Pen, on n'est pas à 32 ou à 33%, on n'est pas loin des 40%. Donc il y a une présence très forte de ce bloc, mais même indépendamment des niveaux d'intention de vote qui peuvent évoluer, toute la vie politique tourne autour de ça. C'est-à-dire que le système s'organise prioritairement, avec raison je crois, parce que je crois aussi en mes instruments, mais autour de cette hypothèse. L'hypothèse centrale, c'est Jordan Bardella sera au second tour. Et tout le reste, du coup, en découle et s'organise par rapport à cette équation. Avec une particularité, c'est la première fois qu'un parti comme le RN est bicéphale, avec à deux têtes et une qui peut-être sera éliminée. Donc, est-ce que vous prenez en compte ça selon que c'est Marine Le Pen, la candidate, on verra ça après le procès qui a lieu en juillet, je crois. 7 juillet. Voilà. Il y aura une clarté sera faite aussi. Oui. Mais est-ce que dans vos hypothèses, vous les faites tourner en fonction de la figure, puisque l'élection présidentielle est une élection très incarnée? Oui, alors, pour cette raison, moi j'ai un point de vue sur ce qu'il faut faire et ne pas faire dans notre métier. Par exemple, je pense qu'il ne faut pas faire d'intention de vote présidentielle publiée avant d'autres élections. Donc je n'en ai pas fait et publié avant les européennes et avant les municipales. Maintenant, on va s'y mettre. Je pense qu'il ne faut pas faire non plus de second tour, trop tôt, tant qu'on n'a pas l'offre électorale en tous les cas, à minima, parce que ce sont des données fragiles, mais qu'elles ont des effets dans le débat public. Et on est très attachés, nous, à essayer d'avoir des données quand même fiables et à ne pas provoquer des effets toxiques dans le débat public sur la base de données qui ne seraient pas, à minima, le plus solide possible. Donc il y a tout ça qui est en jeu et qui est là. Maintenant, dans ce qu'on mesure, parce qu'il y a aussi énormément de choses qu'on mesure qui ne sont pas publiées. Bien sûr qu'on teste tantôt avec Marine Le Pen, tantôt avec Jordan Bardella. Il y a peu de différence. Il y a un petit avantage maintenant pour Jordan Bardella par rapport à Marine Le Pen. Et on a même travaillé sur ceux qui votaient Marine Le Pen ou Jordan Bardella de manière indifférenciée, que ce soit l'un ou l'autre, ils prenaient. Ceux qui votaient pour Marine Le Pen uniquement et pas pour Jordan Bardella, et ceux qui votaient si Jordan Bardella était le candidat, et uniquement dans cette hypothèse-là, et pas pour Marine Le Pen. Bon, en gros, l'immense majorité vote RN, que ce soit Bardella ou Le Pen. Maintenant, il y a un petit différentiel et donc un petit apport que provoque Jordan Bardella. C'est plutôt 5% qui ne voteraient pas si c'était Marine Le Pen, mais qui voteraient si c'est, avec l'immensité des autres, si c'est Bardella, et c'est 2% dans le cas contraire. Donc il y a une petite différence. Bon, aujourd'hui, il y a une petite prime. Il conquiert un peu plus de sympathisants LR parce qu'il a un positionnement un peu plus libéral et que ça peut séduire une petite partie de ses électeurs. Ça se joue malgré tout à peu de choses et il faut mettre en regard ça avec, à l'inverse, le fait que Bardella n'aura jamais fait de campagne présidentielle. Et sincèrement, j'en ai maintenant suivi de près pas mal et je sais à quel point il est fondamental d'avoir fait une campagne présidentielle. Les 3 qui sont arrivés en tête à la dernière, ce sont 3 candidats qui avaient déjà expérimenté ce qu'est une campagne présidentielle. Macron, Mélenchon et évidemment Marine Le Pen. C'est vraiment quelque chose qui vous aide, qui vous structure dans le tempo, dans
Bardella, il n'a pas cette expérience. Oui. Alors, on pourrait te dire, à contrario, Macron, non pas Macron 2, mais Macron 1, n'avait jamais concouru à la moindre élection, d'ailleurs. Cher Éric, je vous dirais que c'est l'exception qui confirme la règle. Et que Macron ne surgit pas totalement de nulle part, comme on le dit trop souvent, parce qu'il était quand même secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'économie. Mais c'est vrai que là, il y a une surprise totale. Oui. Et pour être tout à fait honnête, moi, je n'aurais pas parié sur Emmanuel Macron 3 mois ou 4 mois avant le scrutin. En tous les cas, au moment où il se déclare à minima en novembre. Et ça veut dire qu'a priori, dans ton équipe, vous n'imaginez pas une surprise, non pas de savoir ce sera un tel ou un tel de ceux qu'on connaît, mais d'une figure qui pourrait émerger, puisque l'offre politique, peut-être, n'est pas suffisamment alléchante pour une partie de l'électorat. Alors, Descartes, que j'aime bien, disait de l'imagination, puisque tu emploies ce terme, que c'était la folle du logis. Et donc, non, nous n'imaginons pas, parce que soit il est inconnu, par définition, nous ne le connaissons pas, soit on essaye quand même d'envisager ces cas de figure, bien sûr. Et jusqu'à maintenant, moi, je ne crois pas, par exemple, à l'hypothèse du chef d'entreprise qui, tout à coup, se présente, qui embarque les Français et qui réussit là où tous les politiques auraient échoué. Tout simplement parce que la politique, c'est un métier. Et, je sais que ça paraît bizarre, parfois, de dire ça, mais c'est un truc de professionnel. Il y a des règles, il y a des bourdes qu'on peut faire très vite et qui sont irrémédiables. Il y a une temporalité. On ne gouverne pas non plus un pays comme on dirige une entreprise. Moi, j'ai un pied dans l'entreprise, un pied dans la politique, en tant qu'analyste et qu'observateur, mais je sais que ça ne fonctionne pas pareil. Et donc, l'hypothèse Michel-Édouard Leclerc ou tel grand chef d'entreprise, non, ça, je n'y crois pas. Qu'est-ce qui nous reste ensuite ? Les hypothèses qui ont parfois marché dans d'autres pays, d'acteurs ou de gens venus du spectacle. On avait à une époque évoqué la candidature Coluche. Je n'y crois pas non plus en France, parce que là, pour le coup, ce pays considère que la fonction présidentielle est quelque chose qui ne peut pas être confié à n'importe qui, avec la question symbolique, mais pas que symbolique, du bouton nucléaire, de chef des armées. Et puis c'est trop tard. Il faut se préparer longtemps dans ce pays pour être reconnu comme un présidentiable à qui on peut remettre les clés du pays. Alors, tu as choisi ce mot de la clarté. À quoi pensais-tu quand je t'ai suggéré ce petit jeu d'avoir comme ça, non pas un fil rouge, mais un mot qui te parle aujourd'hui, en ce moment ? Je pensais tout simplement que nous sommes dans une époque de confusion extrême. Et véritablement, j'ai ce sentiment depuis maintenant plusieurs années, avec un tournant au moment du 7 octobre, et avec une confusion d'abord dans les mots, MOTS, qui fait qu'on emploie les mots à mauvais escient, pour des enjeux souvent politiques, des intérêts politiques, mais qu'on dévoie le sens des mots, qu'on dévoie les repères historiques, qu'on crée de la confusion, que certains acteurs s'y emploient de manière très, très déterminée et consciente, et que du coup, on est dans une période de très forte confusion et qu'il faut impérativement remettre de la clarté sur qu'est-ce que c'est qu'une ligne politique, quelles sont les lignes politiques. Les Français ont le droit d'avoir un exposé clair des positionnements, des personnalités, de ce qu'elles proposent au pays, qu'on ne joue pas avec les mots, qu'on ne joue pas avec les références historiques, et que c'est ça aussi qui mine aujourd'hui la démocratie. Donc oui, moi j'appelle à la clarté. Puis encore une fois, dans cette vérité qui est fort malmenée, c'est un concept compliqué la vérité, mais je sais au moins ce que c'est la post-vérité. Ça c'est le mensonge. C'est un doux euphémisme pour parler d'autre chose qui est tout simplement le mensonge. Et c'est quand même de plus en plus présent, ça va être de plus en plus présent, ne serait-ce qu'à travers l'IA, les capacités extraordinaires maintenant de faire passer des fausses nouvelles ou des fausses informations. Donc on a un besoin impératif de clarté. Et quand on cherche la vérité, j'en reviens à quelqu'un que j'aime bien, donc, avec lequel je compagnonne depuis très longtemps, le camarade Descartes, qui parlait, lui, des idées claires et distinctes. Il disait la vérité, elle se reconnaît quand les idées sont claires et distinctes. Eh bien, on manque d'idées claires et distinctes, je crois. Ce podcast vous est proposé par le 1 Hebdo, l'hebdomadaire qui décrypte l'actualité en 1 heure de lecture. Retrouvez le 1 Hebdo chaque semaine, en kiosque et en librairie, et à l'abonnement sur le 1hebdo.fr. Vous pouvez assister au lundi du 1, chaque mois, à la bourse de commerce Pinot Collection.
Pour rester informé, abonnez-vous à notre newsletter La Lettre du 1. Alors, tu dis le métier d'Ipsos, notre Graal au sens philosophique du terme, est la recherche du vrai. Nous œuvrons dans l'univers des perceptions. Et très vite, les perceptions sont ou deviennent des faits. Alors là, je pense qu'on est vraiment au cœur de votre activité. C'est à la fois de collecter des opinions, donc bien les collecter. Ouais. Donc j'imagine qu'il y a des biais, plein de biais possibles, mais il y a aussi comment les interpréter. Est-ce que tu peux nous dire Bien un sûr. peu comment ça se passe? Et puis vous voyez bien aussi qu'il y a une forme d'ambiguïté, parce que quand j'ajoute que les perceptions deviennent des faits, mais les perceptions ne sont pas des faits à la base. On a d'ailleurs, et là ce sont nos amis du UK, Ipsos c'est un groupe mondial, on est dans 90 pays, nos amis du UK ont construit une étude que je trouve formidable, qui s'appelle, alors je parle très mal anglais, donc mon accent est épouvantable, Peril of Perception. Et l'idée est de demander aux Français, par exemple, combien, selon vous, y a-t-il de chômeurs en France? Y a-t-il de musulmans? Y a-t-il de juifs? Y a-t-il des tas de catégories comme ça? Et puis on confronte ensuite à la réalité. Ou est-ce qu'on peut extrapoler des données INSEE de la réalité? Et l'écart est parfois mais gigantesque. Donc les perceptions, ce n'est pas la réalité. Mais dans l'univers des perceptions, et les perceptions ça compte dans la vie des sociétés, dans la vie des individus, qu'est-ce qu'ils perçoivent, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils espèrent, ça devient des faits, et il faut savoir les collecter véritablement. Notre métier, c'est de les collecter et de les partager avec le public. Donc dans le public, c'est tous les responsables politiques, mais c'est tous les Français. On est quand même un peu les intermédiaires. Moi, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas un politique, je suis quelqu'un qui est là pour faire remonter ce que pensent, veulent, ne veulent plus, ressentent les Français. Et là où c'est important, c'est que ça permet d'objectiver un certain nombre de choses. Quand un responsable politique vient et dit dans un débat « Mais messieurs, l'immigration, c'est le premier sujet de préoccupation des Français », moi, je suis là pour lever le doigt et dire « Non, c'est le pouvoir d'achat. » L'immigration, c'est important, ça arrive. Quatrième, j'ai vu. Voilà, quatrième position. Alors, ça peut varier suivant les moments. 3 ou 4e. Mais, et puis, ce que vous mettez. Mais on est là déjà pour objectiver les choses, ce qui me paraît être une fonction de plus en plus importante, c'est-à-dire ne pas laisser dire n'importe quoi à n'importe qui, pour pouvoir permettre ensuite qu'il y ait un débat, mais au moins où l'on ne travestisse pas ce que veulent les Français. Ensuite, le deuxième point, c'est que, je l'ai longtemps nié, mais maintenant ça évolue, nos enquêtes ont de plus en plus d'effets dans le débat public. Je pense que ce n'était pas le cas il y a 15 ans ou 20 ans, ou pas à ce point, qu'aujourd'hui, oui, ça a un effet. Et du coup, on a une exigence accrue, on a un devoir accru de responsabilité, de fiabilité. Il faut que nos données soient fiables. Et ça suppose une machinerie qu'effectivement, on ne soupçonne pas souvent derrière, en termes de collecte de l'information. On travaille beaucoup, par exemple, je vous ouvre une toute petite parenthèse, à Ipsos pour la statistique publique. On fait de très grosses enquêtes. Ce que vous voyez à la télévision sur les enquêtes électorales, c'est rien du tout par rapport à des très gros dispositifs que nous faisons pour Santé publique France, pour l'INSEE, pour l'INED. Là, on parle d'échantillons parfois de 30 000, 40 000, 50 000 personnes interrogées avec différents modes de collecte, par des méthodes aléatoires. Enfin, c'est ça notre métier, c'est de fabriquer des données fiables, premier élément. Ensuite, de savoir les interpréter, et puis d'aller les porter pour que ça soit utile dans le débat public. Donc si jamais nos données ne sont pas fiables, là, pour le coup, la critique qui a été faite déjà il y a très longtemps aux enquêtes d'opinion et qui n'était pas fondée il y a 30 ans, de polluer la démocratie, elle pourrait devenir valide si on imbibe le débat public de données non fiables, non objectives. Et je suis très attentif à ça. Moi, j'ai un petit côté rigide, donc on fait vraiment très attention à ça. On essaye en tout cas. Et cette exigence-là, elle est plus que jamais importante dans ce monde de confusion et où beaucoup d'informations circulent sans qu'on sache d'où elles viennent, quelles valeurs elles ont. Donc c'est un point clé, mais la base du métier, elle reste la même. C'est éclairer le débat, c'est permettre à chacun de mieux comprendre ce que la société souhaite. Alors précisément, Brice, dans ce livre qui est vraiment passionnant, parce qu'il pointe très précisément justement des apparences et la manière dont elles sont d'une certaine manière dévoyées, ou certains résultats sont dévoyés parce qu'on ne
tape le marteau que sur ce résultat-là, en oubliant tous les autres. Et c'est ça qui vous amène à dire des raisons d'être optimiste. Et je comprends que c'est un optimisme lui aussi mesuré. Et relatif. Mais qu'est-ce qui est pour toi le plus choquant dans l'utilisation d'un certain nombre de données comme devenant une doxa? Et tu parles notamment, et de façon très convaincante, du déclinisme, en disant, bah oui, une grande majorité, peut-être 90% de Français considèrent que le pays est en déclin. Et toi, tu ne dis pas que c'est faux, mais tu nuances cette affirmation. Il y a deux choses. Il y a, sur certains indicateurs, comme celui que tu rappelles, le déclin, j'essaie d'expliquer que, d'abord, il y a une part tout à fait réelle et objective. La France décline, au sens où elle recule dans les rangs internationaux, sur la formation, sur, par exemple, le PIB par habitant, ou ce genre de choses. C'est incontestable. Mais déjà, là où il faut bien regarder les indicateurs, c'est qu'on a 90% effectivement aujourd'hui de Français qui nous disent « oui, la France est en déclin ». J'ai rajouté une modalité de réponse qui était, pour ceux qui nous disent « elle est en déclin », est-ce que c'est un déclin irréversible ou pas irréversible? Déjà, la tonalité change, parce qu'une majorité nous dit « c'est un déclin qui n'est pas irréversible ». Donc si vous prenez les vrais déclinistes, ceux qui nous disent « le pays est en déclin et est irréversible », c'est de mémoire entre 32 et 34%. Pas tout à fait la même lecture. C'est vrai. Donc, il faut au moins mettre ça sur la table. Mais surtout, ce que nous avons cherché, chacun dans nos spécialités, à faire dans ce livre, donc le fil conducteur, c'est de ne pas regarder la réalité et de l'interpréter à l'aune de certains indicateurs que vous sélectionnez. Donc c'est un biais de sélection. Moi, si je prends uniquement le déclin, la colère dont je vous ai parlé, là, et 3 ou 4 autres indicateurs comme ça, je vais vous dire, tout est épouvantable dans ce pays. Tout fout le camp, tout est épouvantable. Il y a une demande d'autorité qui est très forte. Il y a certains indicateurs qu'on va interpréter comme même plus qu'une demande d'autorité. En France, il faudrait un vrai chef pour remettre de l'ordre. On est à 75-80%. Donc ça ne veut pas dire qu'on est pour un dictateur, pour l'autoritarisme. C'est-à-dire que vous pouvez en aligner comme ça un certain nombre, vous rajoutez la nostalgie. En France, c'était mieux avant. Alors là aussi, vous avez des majorités conséquentes. Vous allez dire, ben voilà, ils veulent un régime autoritaire. Pas du tout. Là, c'est un problème d'interprétation. Ils veulent un cadre sécurisé, qui est la base de la démocratie, pour pouvoir, à l'intérieur de ce cadre, réaliser leur individualisme fondamental. Et donc leur liberté de consommer comme ils le veulent, de choisir leurs normes, de se dire ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est totalement différent. C'est pas Mussolini où on est aligné dans les années 20 vers une doxa qui nous vient d'en haut. C'est pas ça la France d'aujourd'hui. Donc on peut avoir des erreurs d'interprétation. Mais surtout, et c'est ça l'essence de ce livre, si vous avez un biais de sélection et donc que vous ne regardez que certains indicateurs en omettant de parler des autres, eh bien vous aboutissez à un tableau absolument apocalyptique. Mais quand vous regardez, par exemple, un indicateur sur le lien social, vous demandez aux Français, est-ce que le lien social en France, il est bon ou mauvais? Dès qu'on parle de la France, ils vous disent, il est mauvais. C'est affreux, tout va mal. Et là où vous vivez, ah ben non, là ça s'inverse. 62-63%, il est bon. Et vous avez beaucoup d'indicateurs comme ça. Vous leur demandez qu'est-ce qui nous réunit. Mais il y a beaucoup de choses qui réunissent les Français. Donc quand on me parle d'un archipel, je ne suis pas du tout sur cette thèse. Une mosaïque, oui. C'est pas la même chose, hein. Une mosaïque, vous avez un tableau d'ensemble et vous avez un pays qui peut encore fonctionner ensemble. Alors, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, au tout début des Lundis du 1, j'avais reçu ici Jérôme Fourquet. Et Jérôme Fourquet est l'auteur de ce livre, L'archipel français, dont on comprend en te lisant, en vous lisant, que vous vous placez à l'opposé d'une certaine manière, au sens où lui disait un peu tout ce qui nous divisait. Oui. Et vous revenez de façon très nuancée pour dire il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent et même peut-être plus que ce qui nous divise. Alors, où est la réalité dans la mesure où j'imagine, Jérôme Fourquet, il a aussi fait tourner des modèles, des chiffres, qu'est-ce qui fait que vous arrivez à des conclusions finalement aussi divergentes? Alors, on n'est pas aussi divergents que cela. Moi, je tiens à le souligner. En 2013, j'ai monté Fracture française avec Le Monde. Absolument. Un grand quotidien, le CEVIPOF et d'autres partenaires, parce que je voyais bien que dans ce pays, les fractures s'accentuaient. Et donc, je ne crois pas être déconnecté quand on dit aux raisons au-delà des apparences, et puis même en sous-titre, quelques raisons d'être optimiste. Je sais bien, nous savons bien que ce pays, et ça on le partage totalement, Jérôme et moi, fait face à des défis colossaux, et très fracturé, on est d'accord sur, je crois, 80 ou 90% des analyses. La divergence,
mais c'est toujours les 3% de divergence entre le chimpanzé et l'être humain ou entre deux personnes qui sont intéressantes et qui font qu'à l'arrivée, on ne pense pas pareil, ou pas tout à fait pareil. La divergence, c'est sur quelles données regardons-nous. Et moi, j'ai en tête vraiment toutes les données de fracture française. D'ailleurs, tous les papiers dans ce livre commencent par ça. Moi, le papier que je fais sur les Français sont plus unis qu'ils ne le pensent ou qu'on ne le dit, il commence d'abord par les fractures. Il commence par la peur des Français, il commence par beaucoup de choses de ce genre. Et après, j'énonce ce qui est le contrepoids. Et par exemple, c'est vrai aussi sur le rapport au travail, c'est vrai qu'on aborde dans ce livre, etc. Mais ce qui nous fait diverger, Jérôme et moi, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui rassemblent les Français et dont on ne parle pas assez. Après avoir monté Fracture française, comme je voyais que le ballon partait trop vers tout va mal, le déclinisme, etc., ce qui correspondait à une demande médiatique, les médias avaient envie d'une histoire comme ça. C'était nouveau. En plus, Jérôme a un immense talent, donc il y avait des analyses géographiques, il y avait quelque chose sur les prénoms qu'il avait fait, je trouve plus contestable, mais peu importe. Il y avait beaucoup de talent dans la narration et beaucoup de choses justes, encore une fois. Eh bien, ça arrivait au bon moment. Et puis, il y avait une demande politique aussi, et qui s'est amplifiée, et ça a imbibé le débat public. Et à un moment donné, j'ai trouvé que ça partait quand même un peu trop loin et que ça devenait problématique. Et je suis allé monter le baromètre du lien social avec le groupe EBRA pour avoir le pendant des fractures françaises et essayer de décrire l'ensemble du réel dans sa complexité. En tous les cas, ce qui me semble être sa complexité, ce qui me semble devoir être décrit, et je n'aboutis pas tout à fait aux mêmes conclusions. Alors je ne dis pas que la vie en France est un long fleuve tranquille et que devant nous s'ouvrent des décennies heureuses et faciles. Je pense tout le contraire, bien évidemment. Mais je pense aussi qu'il y a des choses qu'on ne doit pas occulter et qui ne vont pas toujours dans ce sens de l'éternelle épouvante qu'on agite. Brice, alors, précisément, si cette information de vos études est dévoyée, c'est le récit des médias qui tord les choses, c'est certains politiques qui ont intérêt à aller encore plus loin et ne pas regarder les autres éléments, et puis, est-ce que la nuance a encore droit de cité dans l'espace public ? Alors, c'est évidemment multifactoriel avec des responsabilités partagées. Je ne veux pas accabler les médias, mais certains médias, et j'essaie de lutter contre la généralisation aussi, mais certains médias, je pense incontestablement, jouent un rôle qui est un rôle de ce type, refus de la nuance et de la complexité pour pouvoir imposer ou pousser telle ou telle idée. À minima, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous avons de plus en plus de Français qui sont enfermés dans des bulles informationnelles avec des médias qu'ils ne regardent qu'exclusivement ou quasi exclusivement, c'est-à-dire que les sources d'information s'appauvrissent en termes de diversité. Vous allez sur un média pour confirmer vos propres opinions, ou vos a priori, et pas pour vous heurter à la différence. Bon, les gens de droite, ils lisent plutôt Le Figaro, les gens de gauche plutôt Libération ou Le Monde, dit-on. Mais c'est bien normal, ça a toujours existé, mais là, ça devient de plus en plus important. Donc il y a quelque chose autour de la fragmentation des médias et de médias de plus en plus d'opinions. Mais alors, dans le livre, il y a des points, je trouve, très forts sur des idées, on pourrait dire des idées reçues, mais en tout cas des choses qui se sont quand même imprégnées dans les esprits. Alors, je prends 2 ou 3 exemples. Les Français ont un problème avec le travail, ne veulent plus travailler. La violence est de plus en plus forte, et il y a une analyse sur les jeunes, je prends celui-là. Et puis, il y en a un troisième sur les Français ne veulent plus faire d'enfants. Donc, sur ces 3 points, le travail et la paresse, la violence et sur les enfants, vous décortiquez ça et vous montrez que ce n'est pas si simple que ça. Non, nous, un petit mot, on a des équipes organisées à Ipsos par spécialité. Donc on a une équipe qui ne travaille exclusivement que sur l'engagement des collaborateurs, des salariés aujourd'hui. Donc autant vous dire qu'ils ont une expertise, des expériences, une ouverture sur ces sujets qui est extrêmement forte. C'est eux qui ont fait ce chapitre, c'est vraiment un ouvrage collectif. Et la thèse de « les Français sont paresseux » ou la grande démission, mais comment vous dire, moi, quand j'en ai parlé avec mes collègues, ils me disaient « des foutaises, tout ça ». Et du coup, ils me disaient « comment ça, c'est des foutaises ». Ça, c'est un slogan, la grande démission. Mais la grande démission, on l'attend encore en France. Oui. Elle n'a jamais eu lieu en France. Ouais. Donc, les Français sont paresseux, ça se discute vraiment. Et pour être tout à fait explicite, non, c'est pas ça. On ne peut pas dire que les Français sont paresseux. L'engagement des Français dans le travail, il a progressé au cours des 10 dernières années. Il a un petit peu baissé
il y a 3 ans et 2 ans, mais sur 10 ans, il a progressé. Il est au même niveau, voire il a dépassé celui des Allemands. Qu'est-ce que ça veut dire, Brice, l'engagement dans le travail ? L'engagement, c'est tout ce que vous êtes prêt à faire pour l'entreprise, ce que vous êtes prêt à donner, votre implication, etc., etc. Simplement, ce que souvent les chefs d'entreprise ne comprennent pas, c'est que c'est un engagement aujourd'hui sous condition. Le contrat a varié, ça c'est vrai. Ça ne veut pas dire que les Français ne veulent plus travailler. Encore une fois, ils estiment que le travail, c'est quelque chose de fondamental, que c'est nécessaire pour se réaliser, que c'est nécessaire pour avoir une vie heureuse. Simplement, ils disent pas à n'importe quel prix. Ne me demandez pas, notamment la Gen Z nous dit aujourd'hui, 1 sur 2. Donc la Gen Z, née entre 90 2000. Oui, ceux qui ont entre 25 et en gros 32 ans à peu près aujourd'hui. C'est vrai que eux, contrairement peut-être à ce que certains d'entre nous faisions auparavant, 1 sur 2 nous dit « Non, mais moi, je ne veux pas faire des mails ou travailler un samedi, même ponctuellement, si je ne suis pas rémunéré. Ce n'est pas dans mon contrat de travail. » Alors ça, pour les chefs d'entreprise, c'est une abomination, c'est quelque chose d'incompréhensible. Mais c'est en réalité une relation de fidélité à l'entreprise et au travail sous condition. Et après tout, on peut se dire « Mais ils n'ont pas totalement tort non plus. » En tous les cas, ça ne signifie aucunement qu'ils ne veulent plus travailler. Ils ne veulent plus travailler. Ou que le travail, qui serait devenu paresseux, que le travail ne compte plus pour eux. Ça. Et le problème avec ça, avec ce genre de querelles et de sondages parfois mal fichus et mal analysés ou commentés, c'est que ça occulte les vrais sujets. Et dans la sphère du travail, les vrais sujets, c'est pas ça. Les vrais sujets, et ce qui exaspère les collaborateurs, c'est quoi ? C'est le manque de perspective, donc la mobilité au sein de l'entreprise ou en dehors, dans une autre entreprise. La formation, les process qui dysfonctionnent. Tous ceux qui bossent dans des entreprises aujourd'hui, notamment dans des grands groupes, savent de quoi je parle. Les process qui vous font perdre du temps, mais qui sont de plus en plus présents et qui dysfonctionnent, c'est un vrai sujet dans le travail des gens au quotidien. Les promotions et la capacité, ça rejoint la mobilité, de se promouvoir, de se former, l'IA, c'est ça les vrais sujets. Donc quand on déboule avec un raccourci du type « les Français sont paresseux, ne veulent plus travailler », c'est dramatique parce que c'est très largement faux, mais surtout parce que ça occulte les vrais sujets. Voilà. Et puis c'est très simpliste, en fait. C'est simpliste, mais oui. Et donc, sur les femmes, les couples qui veulent avoir pas des enfants, là encore. Encore une fois, on démarre toujours d'ailleurs par ça. Bien évidemment qu'il y a un sujet. La démographie a commencé à baisser. Ça date de 2010. La première année où ça commence vraiment. Mais c'est l'an dernier, le non-renouvellement. Voilà. Ensuite, ça progresse. Mais les symptômes, ils étaient déjà là en 2010. Donc on est en 2026. Mais simplement, un raccourci encore, les femmes et les hommes ne veulent plus, les couples ne veulent plus faire d'enfants. Faux. Ils veulent faire des enfants, mais ils sont très largement empêchés. Dès que vous fouillez un petit peu le sujet, avoir un 2e enfant, et a fortiori un 3e, eh bien, c'est source de complications extrêmes en termes de crèche, donc il n'y a pas assez de crèches, en termes de financement, en termes de mobilité, voiture, etc., mais pas que dans les grandes agglomérations. Dans le rural ou le semi-rural, il vous faut une voiture. Et puis, dans les grandes agglomérations, y compris à Paris, je veux bien que les vélos cargo, ce soit très bien pour les familles nombreuses, ou les transports en commun avec les poussettes, mais il y a encore quelques soucis. Donc, qu'est-ce que vous disent ces jeunes parents potentiels qu'ils voudraient, dans l'immense majorité, il y a un petit segment qui dit effectivement... No kid. Voilà, no kid, et on cite toujours parce que l'environnement, parce que ceci. Mais il est très faible, ce segment. L'immense majorité voudrait encore avoir des enfants, mais est empêchée dans ce désir. Pour des raisons principalement économiques, pratiques. Il y a aussi le regard sur la famille nombreuse qui a changé. Celui qui est mis en avant, c'est plutôt « Ouh là là, vous avez 2 ou 3 enfants, quelle galère, mon bon monsieur ou ma bonne dame !» En revanche, les joies éventuelles d'une famille, de la transmission, des échanges affectifs qui peuvent se produire, alors même que la famille a la première valeur mise en avant par les Français. Donc il se passe quand même quelque chose du côté des familles. Oui. Ça, on n'en parle jamais. Oui. Donc il y a une représentation de la famille, a fortiori nombreuse, qui a beaucoup bougé aussi, qui est beaucoup moins valorisée sur les réseaux sociaux, dans les posts et dans les médias en général qu'auparavant. En tous les cas, c'est d'un simplisme absolu, et c'est faux, que de dire que les jeunes couples français et françaises, ou pas couples d'ailleurs, ne veulent plus avoir d'enfants. Oui, c'est ça. Et tu parlais de la voiture tout à l'heure, c'est assez inattendu quand on vous lit, c'est qu'il y a un attachement encore assez fort à la voiture, alors qu'on nous dit les Français sont en désamour avec leur voiture. Mais oui, mais finalement, par moment, je me dis, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'études ou d'enquêtes par sondage pour en arriver à cette conclusion ?
Vous vous promenez un peu en France, vous voyez bien qu'elle est indispensable dès que vous sortez des très grandes agglomérations où les mobilités, les transports en commun sont nombreux, où les mobilités douces, comme on dit maintenant, sont plus facilement accessibles. Donc il vous faut la voiture quand vous êtes dans l'immense majorité du pays. Il y en a un, à un moment donné, qui l'a connu, et un peu avec un retour de bâton, souvenez-vous, c'est Édouard Philippe, quand il met le 80 km/h, et puis surtout qu'il y a une taxe qui se fait sur le gasoil, et qu'on a encore des millions de foyers qui se chauffent au gasoil ou qui utilisent ce carburant pour se déplacer. Donc bien sûr que la voiture, elle est encore considérée comme archi nécessaire, et c'est une source de plaisir également pour de très nombreux Français. Donc dire que les Français refusent la voiture aujourd'hui, c'est une ineptie. Et on n'avait pas besoin d'enquête pour en arriver là. Mais les enquêtes quand même permettent d'affiner beaucoup de choses, de montrer ce qui a bougé là encore dans le rapport à la voiture. Il n'y a plus quand même l'apologie du tout bagnole, comme on disait à une époque. Il y a des tas de choses qui se sont modifiées, un peu comme dans le rapport à la famille. Mais là encore, ce sont des idées reçues. Et ce livre, c'est juste une invitation à une forme d'esprit critique par rapport à des idées reçues. J'allais dire ce que j'appelle moi la pensée magazine, mais c'est pas sympa pour certains magazines. Mais comme ça, des réflexes. Et non, il faut aller regarder d'un peu plus près. Oui, et dans ce livre vraiment fourmille de ces exemples très concrets. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, avec ta simplicité, ta modestie et aussi tes pertinences. Merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci. Cette conversation vous est proposée par le 1 Hebdo, un hebdomadaire qui depuis 10 ans traite d'une grande question d'actualité en rassemblant plusieurs points de vue, plusieurs regards. Cette aventure de presse, unique en son genre, est née d'un besoin d'ouverture à la réflexion et à l'intégration des savoirs, dans une époque toujours plus complexe où débattre avec nuance est devenu difficile. Nous vous donnons rendez-vous chaque mercredi en kiosque pour vous proposer de vivre notre époque sans la subir, à travers la plume d'écrivains, de chercheurs de tous horizons, d'illustrateurs, de poètes et bien sûr de journalistes. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette belle aventure de presse libre et indépendante en vous abonnant sur le 1hebdo.fr.